Il y a 3 ans, débutait la guerre d'agression russe en Ukraine. Depuis, mon pays a connu plus de 53 000 heures d'alerte aérienne. Plus de 11 000 missiles se sont abattus sur l'Ukraine, sans compter les innombrables attaques de drones. Je m'appelle Darka Harnik. Depuis 3 ans, je m'engage pour la sécurité énergétique et la reconstruction de l'Ukraine. À cause de la guerre, j'ai été contrainte d'abandonner ma carrière dans l'informatique en 2022. Malgré les frappes russes quotidiennes, certains Ukrainiens se sont lancés dans de nouveaux projets et ont continué à célébrer la vie. Nous les avons rencontrés à Tchernihiv, à Dnipro et même à Kharkiv, à seulement 30 km du front. Le 24 février 2022, je me suis réveillé à 6 h du matin et ma mère m'a annoncé que nous étions en guerre. Nous avions quitté Alep en ruine pour déménager à Kharkiv. Quelle chance! Je m'appelle Maran, j'ai 22 ans. Je suis le curateur du centre culturel Druk et le fondateur de la galerie Creative Undead. J'habite à Kharkiv depuis 12 ans. Auparavant, je vivais avec ma famille à Alep, en Syrie, jusqu'en 2012. Au début de la guerre, j'ai lancé un canal sur Telegram pour mes amis. C'était un peu comme une sorte de journal intime. Chaque jour, j'essayais d'écrire ce qui m'arrivait pour en garder une trace. Et chaque jour, je faisais un dessin. Je dessinais ce qui se passait autour de moi pour refléter ce que je ressentais. Ce dessin évoque un rêve que j'ai fait à l'époque, en rapport avec des tirs de missiles. Le texte est en partie en russe parce que je ne parlais pas encore ukrainien. Au départ, j'ai pensé à partir. J'avais envie de tout oublier, comme si ce n'était qu'un mauvais rêve. Mais le désir de rester était tout aussi fort. Je voulais faire quelque chose pour ma communauté. Voilà pourquoi je suis toujours là. Druk est un centre social et culturel. On propose des ateliers pour le public, on présente des pièces de théâtre, des performances, et on organise aussi des raves et des expositions. Le bâtiment que l'on a investi est énorme et très ancien. Il a été construit au 19e siècle. À l'origine, c'était une imprimerie qui s'appelait Yakovlev, construite par un architecte allemand. Depuis le début de la guerre, la communauté artistique de Kharkiv a rétréci comme peau de chagrin. Druk a vu le jour de manière assez spontanée. Sans la guerre, nous n'existerions probablement pas. Si cet espace est né, c'était avant tout pour donner aux jeunes créateurs la possibilité d'exposer leurs œuvres et de se faire connaître. Druk est un lieu de convivialité. On vient ici pour se distraire, rassembler nos pensées et offrir un peu de repos à notre esprit. Pour les jeunes, vivre en Ukraine, c'est surtout se sentir désorienté en permanence. On a tant de choses en tête. Nos boulots, nos vies, nos familles et nos opinions politiques. Et on ne sait pas comment les gérer. C'est comme si on était coincé et qu'un énorme marteau nous frappait chaque jour. Mais c'est à nous de décider qui tient ce marteau.
On se soutient mutuellement. Quand il n'y avait plus d'électricité à Kharkiv, on se réunissait quand même ici. Ça nous a aidés à ne pas devenir fous. Notre ville est située à moins de 30 km de la frontière russe. Chaque jour, il y a des attaques dans la région et des missiles qui tombent. Mais malgré tout, on continue à organiser des événements. Bien sûr, on respecte les règles de sécurité. En cas d'alerte aérienne, on descend se mettre à l'abri. Quoi qu'il en soit, on essaie de mener à bien nos projets. Et ce, en dépit des conditions difficiles et des orques russes. Kharkiv a changé. Avant, les étudiants représentaient un tiers de la population. Le paysage urbain aussi est différent. En ce moment, beaucoup de militaires sont stationnés en ville. Так чесно, так само, як ти під крещендо радіючого світлого серця, на обличчі з'являється посмішка. Смішно, наскільки реально немає причини скривати, як рум'яні щоки твоїх вже палають, бо ти плачеш. Ти плачеш. Ти плачеш. Ici, je vois tant d'amour et d'énergie. Je ne ressens que de la passion et de l'amour. Kharkiv a beaucoup changé, et parfois en bien. Les gens forment aujourd'hui une communauté plus soudée. C'est comme si cette tragédie nous avait rapprochés. Aujourd'hui, ma vie n'est plus la même. Plusieurs de mes amis sont partis à l'armée, d'autres sont décédés, d'autres encore font du bénévolat ou travaillent pour aider les soldats sur le front. Voilà pourquoi j'ai toujours la même question qui me trotte dans la tête. Toute l'énergie dépensée ici est-elle vraiment utile ? Et je ne pense pas seulement à moi, mais à tout ce qui a un lien avec le secteur culturel. Dans notre centre, on perçoit tous la valeur de notre travail. On est malgré tout submergé en permanence par nos émotions, surtout quand on apprend une mauvaise nouvelle. C'est ainsi qu'est le monde dans lequel nous vivons. Je me trouve dans les locaux de Repair Together, une ONG qui travaille à la reconstruction de bâtiments situés dans les régions libérées d'Ukraine. J'ai rejoint Repair Together en tant que bénévole. Et aujourd'hui, je gère leurs partenariats internationaux. Mais tout ce qui est cassé ne peut être réparé. Même si dans les territoires occupés, la population fait face à la brutalité de l'armée russe chaque jour, certains Ukrainiens ont décidé d'y retourner. Anna Joukovets a rencontré une femme qui a entrepris ce dangereux voyage. L'information suivante a indigné l'Ukraine. Plus de 100 000 de nos concitoyens seraient retournés dans les territoires occupés par la Russie. Et environ un tiers d'entre eux seraient allés à Mariupol, ma ville natale. Je suis Anna Joukovets, journaliste et réalisatrice germano-ukrainienne, aujourd'hui à Dnipro. Ces chiffres ne sont que des estimations, basées sur le nombre de passagers ayant transité par l'aéroport de Moscou-Sheremetyevo. Potentiellement, ces 100 000 personnes ont très bien pu aller dans les territoires occupés pour rendre visite à des proches avant de repartir, comme l'a fait Maria.
Je connais plusieurs personnes qui ont réussi à retourner à Marioupol depuis que la ville est occupée. Mais 90% d'entre elles sont déjà reparties. Si certains citoyens ukrainiens reviennent dans les régions occupées, c'est souvent parce qu'ils ont peur pour leurs biens ou alors pour des raisons familiales. Leurs proches leur manquent parce qu'ils ne les ont pas vus depuis longtemps. Et bien sûr, il arrive aussi qu'ils retournent là où ils ont vécu pour tenter de faire partir un membre de leur famille. Je m'appelle Maria. Je suis née et j'ai grandi à Marioupol. Je souhaite raconter mon histoire de façon anonyme parce que je suis inquiète pour ma sécurité. J'ai aussi peur qu'il puisse arriver quelque chose à mes amis et mes proches restés à Marioupol. On entend régulièrement des histoires de jeunes se faisant piéger à Marioupol. Une de mes connaissances est retournée là-bas en 2022 pour rendre visite à ses grands-parents. On l'a alors accusée d'avoir déposé des explosifs dans un bureau de vote. Et aujourd'hui, elle est en détention. Il m'était impossible de poursuivre mes études à Marioupol. Voilà pourquoi, à l'été 2022, j'ai décidé de quitter la ville, toute seule. À l'époque, ma famille n'a pas pu m'accompagner pour des raisons médicales et parce que nous n'avions pas assez d'argent. J'ai réussi à retourner à Marioupol 2 ans plus tard. Ça a été le voyage le plus étrange de ma vie. Les membres de ma famille restés sur place me manquaient énormément et je voulais absolument les revoir. Mais la raison principale pour laquelle j'ai entrepris ce voyage est beaucoup plus triste. Ma mère est décédée et mon retour à Marioupol a été terrible. J'ai contacté une agence qui a organisé mon voyage. Je suis partie de Kiev avant de transiter par la Pologne et la Biélorussie. Arrivé à Minsk, j'ai ensuite pris un avion pour Moscou. L'aéroport de Moscou-Sheremetyevo est le seul point de contrôle par lequel les citoyens ukrainiens sont autorisés à entrer en Russie. Une fois là-bas, tout le monde subit un interrogatoire. Dans mon avion, il devait y avoir entre 30 et 35 Ukrainiens. Je pense d'ailleurs que le nombre de citoyens ukrainiens ne doit pas trop différer d'un vol à l'autre. La plupart des passagers avaient 50, 60, voire 65 ans. Ils étaient tous bien plus âgés que moi. Lorsque ma copine a dû se rendre à Marioupol, j'ai eu très peur pour elle. Je n'arrêtais pas de penser à l'interrogatoire qu'elle allait subir une fois arrivée à Moscou. Je m'appelle Nikita, je suis né à Donetsk et j'ai vécu là-bas jusqu'en 2015. En prévision de l'interrogatoire qui l'attendait, j'ai fait le ménage dans notre correspondance sur Internet. Je ne m'en cache pas. Il m'a fallu une demi-journée, voire une journée entière pour passer au crible tous les messages qu'on s'était envoyés pendant 2 ans. Et j'ai supprimé tous ceux qui contenaient des mots comme guerre, Poutine, Russie, escalade et ainsi de suite. À l'aéroport, on m'a donné un document sur lequel il était écrit « J'accepte de transmettre toutes mes données confidentielles et de passer un entretien au détecteur de mensonges ». J'ai aussi dû leur donner tous mes mots de passe. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu très peur. Un de leurs agents m'a demandé si j'avais fait le ménage sur mon téléphone.
Et je lui ai avoué avoir supprimé 2 ou 3 trucs. Rapidement, j'ai dû orienter la conversation dans une autre direction. J'ai été obligée de mentir. Je leur ai dit que j'avais changé d'avis sur l'Ukraine, que ce qui se passait là-bas ne me plaisait pas du tout et que je voulais rentrer à Mariupol. Du genre, vous êtes les meilleurs, je vous adore. Mon œil, oui. Mais il fallait que je raconte tout ça pour détourner l'attention. Ensuite, on m'a autorisé à entrer sur le territoire russe. Je me suis rendu compte que j'allais être de retour chez moi dans 24 heures et ça m'a rendue très heureuse. J'attendais ça depuis si longtemps, mais ça me faisait peur. Je me demandais ce que j'allais découvrir là-bas. Toutes ces maisons et ces rues détruites. Mes sentiments étaient ambivalents, entre la joie, la tristesse et la mélancolie. À Mariupol, j'ai demandé à pas mal de monde si leur vie était meilleure ou pire qu'avant. Et pas une seule personne ne m'a répondu que c'était mieux maintenant. La Russie se sert de Mariupol comme d'une vitrine. Le Kremlin veut en faire une ville représentative. Là-bas, toutes les maisons sont recouvertes de tuiles, peintes en différentes couleurs. Mais l'ambiance y est vraiment pesante. Il n'y a plus beaucoup de jeunes à Mariupol. La plupart des habitants sont des retraités. Quels ont été tes sentiments lorsque tu as vu ta ville occupée? J'avais l'impression d'être de nouveau à la période soviétique. Ma marraine m'a dit que j'avais sans doute raison d'être partie. Même si elle n'avait pas vraiment envie que je quitte notre maison. Elle m'a dit que j'avais probablement bien fait. Parce qu'aujourd'hui, quand elle se promène dans Mariupol, elle a la sensation de vivre dans les années 1990, voire à une époque encore plus ancienne, lorsqu'on faisait partie de l'Union soviétique. Nous voici au café Little Mariupol, à Dnipro. Cet endroit a été ouvert par un habitant de Mariupol en exil pour que notre communauté puisse se retrouver. Quand je viens ici, je me sens chez moi. Partout, il y a des dessins de Mariupol où l'on voit les bâtiments emblématiques de la ville et ses belles rues. C'est un lieu très agréable. Et si on s'assoit pour boire un café ici, c'est surtout pour retrouver un peu de paix et de tranquillité. Actuellement, nous faisons face à une réelle controverse parce que certains Ukrainiens se procurent des passeports russes dans les territoires occupés. Souvent, ils se font traiter de traîtres. Car comment peut-on demander le passeport du pays contre lequel on se bat ? Moscou oblige les habitants des territoires occupés à se procurer un passeport russe. Sans cela, impossible de bénéficier de certains droits, comme celui de se faire soigner. Et la propagande du Kremlin exploite la situation avec cynisme. Les habitants de la région de Kharkiv se voient actuellement délivrer des passeports russes. Ils ont toujours su que la Russie était leur véritable patrie. Et désormais, ce document officiel le confirme. J'ai entendu dire que sans ce passeport, les gens n'étaient plus autorisés à voyager. Lorsqu'on souhaite quitter Mariupol avec un passeport ukrainien, la procédure est très compliquée. Vous serez à nouveau arrêté, puis interrogé. Et vous devrez expliquer aux autorités pourquoi vous n'avez pas fait la demande pour obtenir un passeport russe. Même pour justifier que vous possédez un bien immobilier à Mariupol, vous avez besoin d'un passeport russe. Toutes les personnes qui ont quitté la ville à cause de l'occupation bénéficient d'une aide humanitaire. Je reçois un colis par mois.
Quand j'ai quitté Mariupol pour la seconde fois, ça m'a rendu très triste. Je me fais beaucoup de soucis pour mes grands-parents qui me manquent énormément. Je les appelle souvent et la plupart du temps, je les entends pleurer au téléphone. Mais au moins, depuis que j'ai revu ma maison, je sais qu'elle n'a pas été détruite et que je pourrais y retourner un jour. Pourtant, avec ce voyage, j'ai tiré un trait sur ma vie d'avant. Même si je sais que j'ai toujours la possibilité de rentrer chez moi et de revoir ma famille. Mais je suis consciente que je n'ai pas d'avenir à Mariupol. Ce tatouage est une citation du poète Ivan Bagriani qui dit « Seuls les braves trouvent le bonheur ». Ce tatouage date de 2022. C'est un hommage à la Renaissance fusillée, un mouvement qui fait référence à toute une génération de poètes et d'écrivains ukrainiens que le régime soviétique a persécutés et assassinés dans les années 1930. Les artistes ukrainiens ont toujours fait partie du mouvement pour l'indépendance et la liberté. Et aujourd'hui, ils sont un peu les diplomates de notre époque. C'est le cas du groupe Onuka, qui réunit le passé et le présent de notre pays. Depuis 10 ans, Onuka renouvelle la pop ukrainienne. Leur son électro a des influences folkloriques. Ils ont séduit de nombreux fans en Ukraine et dans le monde entier. Je m'appelle Nata Jitchenko et je suis la chanteuse du groupe Onuka. Lorsque j'ai créé Onuka, j'ai avant tout voulu combiner les chansons populaires de mon enfance et la musique électronique. Je me trouve actuellement à Tchernihiv, une ville située à seulement une soixantaine de kilomètres du front. Cette région est bombardée tous les jours. Et les villages sont détruits les uns après les autres. Et voici la maison de mon grand-père à qui je dois le nom de mon groupe, Onuka, qui signifie petite fille. C'est aujourd'hui un espace artistique baptisé la Fabritsna 12. On y enregistre des vidéos, on y organise des événements et on y donne même des cours de chant. Comme mon groupe s'appelle Onuka, petite fille, je n'ai pas eu à m'inventer une histoire. Tout est venu naturellement. Cette maison appartenait à l'origine à mes arrière-grands-parents. Elle a été construite en 1904. Par miracle, elle est restée intacte jusqu'à aujourd'hui et appartient toujours à notre famille. Nous avons eu de la chance car sous les bolcheviks, les expropriations étaient courantes. Et lorsque l'on possédait une maison pareille, on était souvent obligé de la diviser en 2 ou 3 parties. Et voici l'atelier de mon grand-père. Enfant, j'ai passé beaucoup de temps ici. Mon grand-père travaillait à l'usine d'instruments de musique de Tchernihiv. Il était le responsable de l'atelier d'expérimentation. Et à l'époque, cette usine était la plus grande fabrique d'instruments de musique d'Europe et de toute l'Union soviétique. C'est ici qu'il a fabriqué ma première flûte et qu'il m'a appris à en jouer. Celle-ci lui ressemble beaucoup. Elle fonctionne.
En ce moment, il y a beaucoup d'instruments modernes dans cette pièce parce qu'on y a déménagé une partie de notre studio. Et c'est ici que j'ai enregistré l'intégralité de mon dernier album. Je donne aussi des cours de chant populaire qui ne sont pas forcément dédiés aux musiciens expérimentés. Tout le monde peut participer. Il suffit d'avoir envie d'écouter de vieux morceaux que certains considèrent comme archaïques. On se réunit entre femmes pour chanter d'anciennes chansons de la région historique de Polésie. Récemment, on a retrouvé de vieux enregistrements réalisés lors d'expéditions dans les environs. À l'époque, le chant était une sorte de thérapie. Les mères et les grands-mères se rassemblaient pour chanter leurs problèmes. Elles faisaient... Et d'un coup, elles se sentaient mieux. Ce que les Russes ont détruit en premier dans la région, ce sont des centres culturels, des écoles et des jardins d'enfants. Vous appelez ça des cibles militaires? Franchement, c'est ridicule. Cette peinture représente le théâtre de Tchernihiv en flammes. Quand un missile s'est abattu sur le bâtiment, nous étions chez nous, à seulement 800 mètres de là. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout s'arrêtait en moi. C'était comme si je perdais tout espoir pour la deuxième fois. Mais en réalité, les gens s'adaptent à tout. Et cette guerre l'a prouvé. Notre psyché a une très grande capacité d'adaptation. Nous avons fini par accepter ce conflit comme si nous vivions dans une réalité parallèle. Heureusement, le théâtre a déjà été entièrement reconstruit et plusieurs événements y ont eu lieu. Je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'en Ukraine. Pour moi, c'est devenu une évidence. La guerre a plongé de nombreuses personnes dans une grande confusion. Mais moi, au contraire, elle m'a permis d'y voir plus clair. Je ne laisserai pas nos ennemis voler mon avenir. Je ne leur céderai ni mon temps, ni mes perspectives. Je veux continuer à vivre ici, à Tchernihiv, et aussi dans mon autre maison à Kiev. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre ma vie 2 ou 3 fois plus intensément qu'avant. Et je ne me contente pas du maximum. Je vais au-delà. Pour produire un art authentique, les gens sont prêts à sacrifier leur vie. Et ça, les artistes ukrainiens l'ont bien compris. Et l'histoire l'a prouvé. Il n'existe pas de meilleure arme que l'art authentique. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir. Oui. On se dira bonjour demain, si Dieu le veut. Oui. Comment ça va? On tient le coup. Nous aussi. Ça vous dérange de faire une photo avec nous? L'humeur de mes amis et de ma famille est très variable. Certains se sentent un peu plus forts chaque jour, tandis que d'autres perdent espoir. Pour moi, le pire, ce ne sont pas les bombardements,
mais plutôt l'idée d'un accord de paix qui nous passerait à la broyeuse. Cela représenterait un réel danger pour toutes les personnes qui sont intervenues dans cette émission. Un danger encore plus terrible que les missiles russes. Car ni vous ni moi ne pouvons nous permettre de perdre l'Ukraine.